À quoi je sers sur les tournages? Est-ce que j'ai déjà été blessé? Est-ce que certains dans le métier me voient négativement? Comment s'appelle mon chat? Voilà le genre de questions que vous m'avez posées quand je vous ai demandé si vous vouliez savoir des trucs sur mon métier et sur les gens que je filme. Et donc on va y répondre dans cette vidéo. Quel est exactement ton rôle sur les films? Quel parcours avant d'arriver là? Et comment t'es venue l'idée de monter une chaîne? Mon rôle sur les tournages, c'est de filmer les coulisses pour que ces images servent ensuite à la promotion des films et des séries au moment où ils sortent. En général, ça donne des petites featurettes promo de quelques minutes. Des fois, c'est moi qui fais le montage, des fois, c'est quelqu'un d'autre. Mais à la base, je suis pas dans le cinéma du tout. Moi, je suis développeur de formation et j'ai exercé ce métier pendant 10 ans. 10 ans que j'ai passé à écrire du code, faire des réunions, corriger des bugs, et c'était super. Mais en parallèle de ça, j'étais passionné de cinéma et de vidéo. Je traînais sur des forums, notamment un qui s'appelait le forum des vidéastes amateurs dans les années 2000, et j'y postais mes petits courts-métrages dans lesquels je faisais jouer mon chat de l'époque, parce que j'avais pas d'autres acteurs sous la main, et je regardais les courts-métrages des autres. Et parmi les autres, il y avait un certain Guillaume Pierret, qui filmait ses potes en train de se bastonner dans la garrigue. Lui, il faisait des courts-métrages d'action, c'était son truc. On est resté en contact, on s'est croisés de temps en temps en soirée quand j'habitais à Paris, bref, on a vaguement sympathisé quoi. Et puis, en 2017, j'ai décidé de me lancer dans la vidéo en plus de mon boulot. J'ai commencé par des vidéos de mariage, pendant les week-ends, c'était très formateur, et puis je suis passé aux vidéos corporate, aux films d'entreprise. À ce moment, Guillaume faisait lui aussi ce genre de vidéos au sein d'une petite société qui s'appelait Inoxifilm, qu'il avait créée avec un pote à lui, Rémi Lautier, et il m'a beaucoup aidé à me lancer. Il m'a donné des conseils et il m'a fait bosser sur des tournages à lui. Spoiler, si vous avez déjà vu les précédentes vidéos de la chaîne, vous avez déjà aperçu Guillaume, le réalisateur, et Rémi, le producteur. Et si vous les aviez pas vus, maintenant vous commencez un petit peu à comprendre où ça mène toute cette histoire. Donc le fait de les rencontrer, ça m'a bien aidé à lancer mon petit business de film d'entreprise, jusqu'au jour où Guillaume et Rémi ont réussi à faire valider leur projet de premier film d'action auprès de Netflix. Balle perdue. Donc ils sont partis tourner leur film, et ils m'ont laissé gérer tout seul un projet pour leur plus gros client corporate de l'époque. Client que j'ai immédiatement perdu, avec qui ça s'est très mal passé, voilà, ça s'est fait, mais c'était pas ma faute, donc ça va. Bref, vient ensuite le tournage de Balle perdue 2, pour lequel j'ai humblement mais très explicitement proposé mes services au making-of, et c'est comme ça que j'ai assisté à mon premier tournage de film. J'ai ensuite enchaîné sur la plupart des autres longs métrages d'Inoxifilm, toujours au même poste, mais tout ça, ça n'explique toujours pas pourquoi ma chaîne YouTube existe, parce que toutes les images que j'ai tournées sont pas du tout faites pour ça à la base. Au cours de tous les tournages qu'on a fait avec Rémi, on s'est dit que ça serait super de faire un gros documentaire sur comment on fabrique des scènes d'action, parce qu'on a assisté à des trucs incroyables, des moments tendus, spectaculaires, avec plein d'imprévus à chaque fois. L'idée, c'était de faire un making-of de film, mais avec une vraie trame narrative, avec des personnages bien identifiés auxquels on s'attache, de l'enjeu, des conflits à résoudre, du suspense, de l'émotion, du spectacle, d'où l'envie de plutôt appeler ça un documentaire. On a essayé de proposer cette idée à plusieurs acheteurs potentiels, et les réponses ont été unanimes. Non merci, ça nous intéresse pas. Trop hybride, trop compliqué à décrire, quasiment aucune star à l'affiche, car l'idée c'est de mettre en avant une équipe d'inconnus qui travaillent dans l'ombre. Bref, ça rentre pas dans les cases. Et c'est pas étonnant. Sur les chaînes télé, sur les plateformes, les contenus sont très formatés, très codifiés, parce que c'est ce qui marche, tout simplement. On peut pas leur en vouloir. Mais l'histoire s'arrête pas là, car Rémi, le producteur, a fait quelque chose de courageux. Il a financé la fabrication du documentaire lui-même, sans garantie de pouvoir le vendre ensuite, en pariant sur le fait que le produit fini arriverait à convaincre, et surtout, pour une raison très particulière, c'est un film qu'on aimerait voir en fait. C'est une histoire très personnelle, qu'on a envie de raconter, ça sort de nos tripes, en fait on a besoin d'en parler, on a besoin d'extérioriser ça, on veut que ça sorte. On a donc tourné toutes les interviews qu'il nous fallait, on a monté le docu en réutilisant toutes les images de tournage que j'avais faites pendant les précédentes années, et là il est quasiment fini. Il n'y a plus qu'à le diffuser. Le documentaire, qui s'appelle Une seule prise, raconte le tournage des scènes d'action d'un film, principalement Balle perdue 3. Il n'y a pas besoin d'avoir vu le film pour voir ce documentaire, au contraire ça peut rajouter du suspense. Le but c'est vraiment de s'immerger au milieu d'une équipe et de vivre la création d'une cascade. Avant qu'on la lance, on sait pas trop à quoi elle ressemble, et puis quand on l'a fait, on a un imprévu, et donc à partir de là, la question c'est comment on trouve une solution à ce problème, dans le temps et le budget qui nous sont impartis. On a interviewé tout le noyau de l'équipe technique, dont David Julien, le coordinateur des cascades mécaniques. Donc voilà, Shoot and Night, tu as la réponse à ta question. Et on a aussi interviewé Alban Lenoir, qui a le mérite de faire une très grande partie de ces cascades motorisées. Et on arrive à la raison de l'existence de ma chaîne. J'anticipe le fait que le documentaire va finir à un moment ou un autre sur YouTube. Et on se l'est dit tout de suite avec Rémi, c'est hors de question de le balancer à l'arrache comme ça, pour qu'il fasse 500 vues et puis au revoir. C'est pourquoi j'ai lancé ma chaîne pour anticiper la sortie du docu, au début avec l'aide de Bastien, car je suis pas du tout à l'aise devant une caméra. Là, ce que je suis en train de faire, pour moi, c'est de la torture, c'est vraiment très difficile. Et Bastien, il m'a aidé énormément à me décoincer. Il m'a tiré vers le haut, vraiment. Et cette chaîne,
Elle parle de tous les sujets qu'on n'aborde pas dans le documentaire. Toutes les vidéos que vous avez vues jusque-là, c'est les trucs qui ont été mis de côté et qui n'ont pas été racontés dans notre documentaire d'1h30. Pas parce que c'était pas assez intéressant, mais parce qu'on avait une narration à tenir, un fil directeur à suivre, et on pouvait pas faire trop de digressions sur des détails techniques, ou sur certaines cascades sympas, mais qui ne représentaient pas un enjeu central. Le but de cette chaîne, c'est de construire la plus grosse et la plus belle communauté possible avant la sortie du documentaire. Donc, c'est le moment où je vous dis que ça compte énormément pour nous, que vous vous abonniez à la chaîne, et que vous boostiez la vidéo. Le bouton pour faire ça, il est sur mobile, quelque part par ici. Bref, le plus vite on aura réussi à faire grandir cette chaîne, le plus vite on pourra y diffuser le documentaire. En attendant, on est en train de le faire passer sur d'autres circuits, des projections privées, des festivals, etc. Et surtout, je continue les vidéos sur cette chaîne. En tout cas, sachez que je vous tiendrai informé de l'actualité du docu, dès qu'il y aura un moyen de le voir d'une manière ou d'une autre, hors YouTube. Donc j'ai fini avec ce sujet, maintenant on peut passer aux questions suivantes. Est-ce que dans le métier, certains te voient négativement en faisant des vidéos ? Car les techniciens dans le cinéma, les plus âgés, on dirait qu'ils n'aiment pas parler d'eux, ils ne veulent pas transmettre et n'ont pas cette culture YouTube où on parle face cam avec enthousiasme de certains sujets pro. Effectivement, Johan, t'as plutôt bien saisi le truc. Ma première expérience sur Balles perdues 2 a été assez compliquée car il a fallu gagner la confiance de l'équipe. Et ça a pris tout le film et même un peu après pour y arriver. Celui qui fait le making-of, il ne sert à rien au vu de l'équipe qui, elle, a un film à tourner et elle n'a pas de temps à perdre avec lui. Et sur les cascades mécaniques, l'ambiance est vraiment tendue, non pas que ce soit le bordel, mais tout le monde est très concentré et ne laisse rien au hasard. Donc le petit rigolo là qui filme les coulisses à droite à gauche, en fait c'est le premier à se faire virer du plateau pour des raisons de sécurité. Je vous laisse regarder les premiers crashs que j'ai filmés, on voit à peine l'action, parce que dès que je m'approchais, je me faisais virer. Ma solution pour ça a été avant tout de courber les chines et de montrer à tout le monde que j'obéissais aux ordres, même si intérieurement j'avais la rage, parce que ça voulait dire que je ratais mes plans. Et peu à peu, je me suis de plus en plus approché de l'action, en étant gentil, en étant à l'écoute, en négociant un peu, et puis des fois en étant un petit peu malin. À cette problématique de sécurité, tu peux rajouter d'autres choses. Il y a un passif chez les gens avec qui j'ai travaillé, par rapport aux mecs qui font des making-of. Des histoires du genre, le gars du making-of a filmé un moment de détente un peu fun sur le plateau, et puis d'une manière ou d'une autre, le producteur un petit peu tyrannique tombe sur les images, et il pète un scandale, car il a cru que ça se passait tout le temps comme ça, et que l'équipe foutait rien de toute la journée. Et enfin, comme le dit très bien Johan, la plupart des gens que j'ai filmés se tiennent très loin des réseaux sociaux. Et au vu de certaines personnes, c'est pas très bien vu de faire l'influenceur sur Instagram. Tout ceci étant dit, tous les membres de l'équipe qui étaient méfiants envers moi maintenant, c'est devenu des copains. Et c'est des personnes que j'admire, jusqu'à vouloir faire un documentaire et des vidéos YouTube sur eux. Je les ai régulièrement au téléphone pour qu'ils me partagent leurs secrets de tournage. Et ils sont toujours disponibles pour moi, c'est vraiment devenu des copains et c'est des gens adorables. Il a juste fallu que je les rassure sur mes intentions. Avant moi, ils ont vu passer déjà plein de mecs tout aussi sympathiques qui ont ensuite raconté de la merde sur leur métier. Donc c'était normal qu'ils soient méfiants. Quand t'es cascadeur et que tu vois passer un spot promo qui raconte que l'acteur que t'as doublé pendant 3 mois a fait toutes ses cascades tout seul, t'as beau avoir l'habitude, ça chatouille un peu. Question de Azap Perchman, 86-82. Quels sont vos futurs projets en tant que scénariste ou réalisateur ? Est-ce que vous avez des images de coulisses d'autres films, sans forcément nous révéler lesquels, pour de futures vidéos ? J'ai des images d'autres films et d'autres séries, mais a priori rien d'exploitable pour ma chaîne YouTube, car ce sont des producteurs autres que Inoxifilm. Avec ces autres producteurs, ça s'est très bien passé, mais j'ai pas non plus assez sympathisé avec eux pour avoir le courage d'aller les embêter, de leur rappeler qui je suis, de dire sur quel projet j'ai bossé, tout ça pour leur demander le droit d'utiliser des images sur ma chaîne. Ça va les ennuyer, ils ont pas que ça à faire, eux ils sont passés à autre chose. Ça rejoint une question de Damonarix qui demande si c'est facile d'obtenir et d'utiliser les images des coulisses. La réponse est non, clairement pas. Mais si vous voulez voir un peu plus de mon travail, il y a par exemple le making-of de la série Lucky Luke sur Disney+. J'ai assisté Julien Valispi à la réalisation là-dessus. Et donc pour la suite de mes projets, la première question c'est de savoir ce que je vais faire de ma chaîne une fois le documentaire publié. Franchement, je sais pas. Je vais clairement arriver à court de matière sur les images de films, et j'ai pas d'autres tournages de fiction de prévu pour le moment, même si ça va venir plus tard. Donc cet été, je vais tester d'autres trucs, toujours sur la thématique de faire n'importe quoi avec des bagnoles, et puis on verra si ça vous plaît ou pas. Et aussi si j'arrive à en tirer un revenu. À un moment, il va falloir commencer à chercher des sponsors, parce que la rémunération de YouTube, ça va pas très loin. Et puis en dehors de la chaîne, j'ai un autre gros projet sur lequel je veux passer du temps, mais ça c'est plutôt à long terme, j'en parlerai quand ça sera un peu plus concret. Et tout ça, c'est à conjuguer avec les films d'entreprise, qui sont ma principale source de revenus et qui me prennent une grande partie de mon temps. Sur Balles perdues 3, tu avais 2 missions, quelle est ta préférée ? Une question de Guillaume Pierret, donc, le réalisateur de Balles perdues 3. Effectivement, j'avais une mission en plus sur ce film, j'étais responsable des GoPro qu'on met sur les véhicules pendant les crashs. Normalement, c'est l'équipe caméra qui s'occupe de ça, sauf qu'ils n'ont pas le temps de le faire correctement.
Les gens ont tendance à penser qu'une GoPro, ça filme tout seul, on l'allume, on la pose, et puis c'est tout. Alors que pour avoir de belles images, il faut la régler et l'accessoiriser correctement, et ça demande un petit peu d'expérience pour savoir comment faire. Il n'y a rien de bien compliqué, mais très souvent, les assistants caméra ne connaissent pas ce genre de matériel. Eux, ils ont été formés sur des grosses caméras de cinéma, pas sur des petits trucs en plastoc de loisirs qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre en main correctement. Voilà donc pourquoi, de temps en temps, dans certains films, il y a des plans GoPro à la qualité discutable qui jurent avec le reste du film. Et c'est pas très grave quand c'est un plan par-ci par-là, mais sur Balles perdues 3, il y avait de la GoPro partout. Donc il fallait le faire bien. Et je me suis éclaté, et j'ai adoré faire ça en même temps que le making-of. J'étais toujours en train d'installer des caméras et filmer des trucs. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une vidéo, ça, le récit subjectif de ma participation au film. À voir. Question de Nicolas Lejeune 6371, la cascade la plus folle que tu as vue ou réalisée. Alors moi, je réalise aucune cascade, je suis juste témoin du délire, entre guillemets, et clairement, le plus fou que j'ai vu, c'est tout ce qui a été fait avec les hélicoptères sur Balles perdues 3. Parce que c'était stressant. Là, tout d'un coup, on n'est plus seulement là à faire des bêtises au sol, on les fait en plus dans les airs avec 2 hélicoptères. Un hélicoptère de cascade et un hélicoptère caméra. J'ai pas peur de l'avion, j'ai grandi dans le monde de l'aviation avec mon père qui volait sur Canadair, donc tout ça, ça m'intéresse. Et malgré ça, voir tout ce qu'ils ont fait avec les hélicos, ça m'a terrifié. Mon père me disait, j'ai trop peur de prendre l'avion pour partir en voyage, car je sais comment ça fonctionne. Et j'étais un petit peu dans cet état d'esprit sur le tournage de cette scène. Le documentaire parle justement de cette séquence, toute la deuxième moitié y est consacrée. Adrien54, y a-t-il des coulisses qu'on peut pas dévoiler ? Oui, il y en a plein. Et en même temps, c'est normal. Comme dans tout milieu professionnel, il y a des choses qui peuvent pas sortir pour plein de raisons. Je peux pas trop vous en dire plus, sinon je vais trop en dire justement. Mais à chaque fois que je sors une vidéo, je consulte une partie des gens qui sont à l'image pour bien vérifier que j'ai bien le droit d'aborder tel sujet et de dire telle chose. Et puis des fois, je me censure tout seul aussi, pour être certain de pas porter préjudice à l'image des gens que je filme, parce qu'il y en a qui laissent rien passer. Sur cette cascade, par exemple, on a bien expliqué que le conducteur était protégé par une énorme plaque transparente en polycarbonate. J'ai quand même eu un commentaire sur Instagram d'un mec indigné que le cascadeur ne porte pas de lunettes. On peut pas gagner. Est-ce que tu pourrais faire des breakdowns de scènes d'action de divers films, voire même de making-of, pour détailler ce qu'on y voit et ce qui n'est pas expliqué ? Oui Stéphane, normalement c'est la prochaine vidéo qui va sortir. Je suis en train de l'écrire là. L'idée c'est de regarder uniquement les images des films dans leur état final et de repérer à l'image comment les effets et les cascades sont réalisés. Est-ce qu'il y aura une vidéo YouTube en totale immersion dans un tournage de film ? Une question de Célestin Sibette qui m'envoie plein de messages sympas sur Insta. Ça dépend de ce que tu appelles immersion. Moi j'ai déjà l'impression que mes vidéos sont en immersion car c'est moi qui ai fait les images, je suis sur le terrain. Mais j'imagine que si tu demandes ça, c'est plutôt pour parler de format un peu plus typique de YouTube, où on me verrait beaucoup plus à l'image, où ça serait un peu plus spontané, où je commenterais en live ce que je vois, des sortes de vlogs, quoi. Bon désolé, mais clairement pas. Je prévois pas de faire ça, car c'est pas dans mon ADN. J'ai énormément de mal avec les youtubeurs qui se mettent en scène, qui se filment beaucoup, qui font des ego trips, qui appellent ça des documentaires. Et puis accessoirement, si je commençais à me balader sur les tournages en jouant aux influenceurs qui bougent dans tous les sens, qui parlent fort, qui racontent des trucs, je me ferais très vite virer. Le but c'est de mettre en avant les gens que je suis, pas ma petite personne. Après, je suis conscient du fait que pour que ça marche sur YouTube, je dois un minimum parler de qui je suis, pour qu'on comprenne ce que je fais là et pourquoi je parle de tout ça. Et c'est le but de cette vidéo. Xerion14 demande des conseils pour se lancer dans le cadrage. Si tu veux apprendre tout seul, je dirais qu'il faut regarder beaucoup de films et beaucoup pratiquer. Tu prends ton téléphone, tu filmes. Pense à varier les longueurs de focale, vu que la focale de base d'un téléphone en général, ça a pas trop de caractère, on s'ennuie un petit peu je trouve, et puis surtout tout le monde l'utilise. Et essaie de désactiver la stabilisation autant que possible. Elle rend les mouvements mollassons, elle leur rajoute de la latence, on dirait que la caméra flotte. Après, en faisant ça, tu te rajoutes quand même un problème, c'est que ton image, elle va avoir des micro-tremblements dégueulasses. Donc il va falloir trouver des solutions en utilisant un trépied ou en alourdissant le téléphone. Sinon, je peux aussi te conseiller d'éviter de faire un truc qui m'énerve très fort. Les mouvements de caméra à tout prix. Quand je prends un second cadreur avec moi qui filme caméra au point et qui commence à faire des petits mouvements de côté comme ça, là, ça me tend. Ça sert à rien et c'est horrible. C'est totalement ok de faire des plans fixes, et ça sert à rien de rajouter un mouvement de caméra qui raconte rien et qui surtout est super moche. Question de CS du 44262. Est-ce que tu as été blessé lors d'un tournage de film quand tu filmais ? Alors non, jamais. Et c'est normal. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la sécurité est primordiale sur les tournages que j'ai faits. À un point où ça peut même être frustrant, parce que des fois, on a envie de se mettre à un endroit génial, mais c'est pas possible, car si on se met à tel endroit, on a tel débris qu'il y a une chance sur 1000 de nous finir dans la gueule. Et une chance sur 1000, c'est déjà trop. On prend pas le risque. Et ceux qui disent ça ont bien raison. Dans l'audiovisuel, en général, je parle au niveau mondial, il y a déjà eu des accidents graves,
très très rares, mais qui ont marqué tout le monde et personne ne veut que ça se reproduise. Allez, maintenant, on fait quelques questions techniques. Dans la vidéo où tu parlais de la façon dont on envoyait des voitures dans les airs, il y a aussi comme une trappe qui s'ouvre en dessous de la voiture qui marche pneumatiquement et qui soulève la voiture très rapidement. Question de Carstens S9J8U. Très bien vu, voici le plan dont il parle, et effectivement, si on regarde bien, c'est pas un canon qui envoie la voiture en l'air. C'est autre chose. Mais pour en savoir plus, malheureusement, il faudra attendre la sortie du documentaire, car on explique tout dedans. Allez, je vous mets un petit extrait quand même. Et toujours de la part de Carsten H9J8U, encore une question technique. Comment la quille fait pour tenir dans le canon sans tomber avant quelconque satellisation de véhicule? C'est une bonne question car j'ai pas la réponse. Sur notre voiture miniature, la quille tient dans le camion par friction. Le diamètre est calculé pour que ça frotte fort, et donc ça glisse pas comme ça part pas tout seul. Et en plus, c'est nécessaire pour que ça soit le plus hermétique possible, pour bien accumuler la pression dans le canon et expulser la quille bien fort. Donc peut-être que c'est la même chose pour le canon grandeur nature. Je sais qu'ils utilisent un gros joint torique autour de la quille pour qu'elle épouse bien les parois du canon, et on voit que c'est compliqué pour eux de l'insérer. Donc peut-être qu'elle tient très bien comme ça. Et si jamais il y a un système magique en plus, je pense que là on rentre dans le domaine du secret de fabrication et que je peux pas en savoir plus. Trivial Pampan, pourquoi les claquettes chaussettes? Parce que c'est le confort ultime. Si Birkenstock veut me sponsoriser pour une prochaine vidéo, moi je suis chaud. J'ai des gros problèmes de dos, ce qui fait que j'ai une démarche bizarre, j'ai un balai dans le cul, je peux même pas tourner la tête. Donc quitte à avoir l'air con, autant le faire dans le confort. Et le combo claquettes chaussettes, y a pas plus agréable. Et c'est pas un débat. Clémence demande « As-tu fait des études en physique pour être aussi à l'aise dans la démo de cascade et quel est ton tournage préféré ?» La plupart des principes physiques que vous voyez dans mes vidéos, c'est du niveau première terminale S. Alors je sais que ça n'existe plus, mais voilà, en gros, lycée au niveau scientifique, quoi. C'est des histoires de force, principalement. Mon tournage préféré, balle perdue 3. Axe I, c'est quoi le nom du chat? Alors, il s'appelle Croque-Mou, il a 12 ans, et c'est le meilleur chat du monde. Il est gentil, très câlin, très affectueux. Lionel, est-ce que le chat a déjà fait des cascades? Est-il rémunéré pour sa présence à l'écran? A-t-il un droit de regard sur le montage des vidéos? Et quel est son nom, origin story et le lore qui l'entoure? Alors lui, il est rémunéré en croquettes, c'est déjà pas mal. Et l'origin story, c'est un chat errant qu'on a récupéré dans la rue. Et donc il a décidé de nous adopter et de faire de nous ses esclaves. Et il a fait des cascades dans le court-métrage dans lequel il tourne. Est-ce que ta femme participera à une de tes vidéos un jour? C'est une nana incroyable. Question posée par ma femme, évidemment. Écoute, ma chérie, t'as déjà tourné dans 2 de mes courts-métrages il y a 10 ans. Je pense qu'on t'a déjà assez bien vu, non? Et enfin, la dernière question de Super Mr. Hobbs. Si tu étiez une grenouille, vous habiteriez où? Si j'étais une grenouille, j'habiterais à la Mare aux Évés, aux abords de la forêt de Fontainebleau. L'accès est facile, prendre la route de Faye à Brol et s'arrêter au carrefour de l'épine foreuse. Ce nom provient d'une épine noire qui se trouvait là autrefois et qui transperçait un chêne sans le gêner dans sa végétation. Zone autrefois marécageuse, plus de 20 km de canaux ont été creusés de 1833 à 1835 sous le règne de Louis-Philippe, dans le cadre de travaux de grande envergure visant à assainir le canton. La structure des canaux visibles sur une carte paraît impressionnante et intrigante, mais il n'en est rien en réalité. J'ai fait une promenade en famille, c'est chiant à mourir. Si vous êtes encore là, je vous propose d'aller voir ma vidéo sur les canons qui envoient les voitures en l'air. C'est ma plus grande fierté sur la chaîne pour l'instant.